On va parler avec vous, si vous le voulez bien, de votre ouvrage Meurtre en 5 actes. C'est le dernier? Oui, c'est le dernier qui vient de sortir, oui. D'accord. Alors, quelques mots sur vous quand même, parce que vous êtes écrivaine, mais pas que. Vous avez été claveciniste, pardon, oui. Musicologue. Oui. Écrivaine. Oui. Pouvez-vous nous raconter ce cheminement et ce parcours en quelques phrases, en quelques mots? Je sais que c'est compliqué. Mais... Alors, le cheminement a été finalement assez naturel parce que j'ai toujours essayé de trouver des ponts entre la musique et la littérature, et souvent par le biais du théâtre. Donc finalement, c'était quelque chose qui se rejoignait relativement facilement. Donc mon métier est effectivement dans la musique, mais mon loisir a été d'écrire, et ensuite la publication a permis de valoriser ce travail de recherche autour du Paris du XVIIe siècle, alors qui n'est pas une recherche scientifique, qui est une recherche vraiment pour faire des romans policiers, mais qui était pour moi une manière d'exprimer mon amour inconditionnel pour cette ville merveilleuse, qui recèle plein de secrets, plein de choses à nous faire découvrir, et plein d'endroits où des gens célèbres ou moins célèbres sont passés. Et je trouve ça merveilleux d'être toujours dans cette découverte. Est-ce qu'il y a eu un déclic littéraire à un moment donné? Alors le déclic, c'est un texte de Gérard de Nerval qui se passe sur le Pont-Neuf. Et il y avait un certain Maître Gonin qui est alchimiste, donc immortel, et un lieutenant criminel qui s'appelle Chevassu. Et j'ai eu envie de faire vivre le petit-fils de ce Chevassu. Et donc mon héros s'appelle Jacques Chevassu. Il est lieutenant criminel au Grand Châtelet à Paris. Et dans le premier roman notamment, il va rencontrer Maître Gonin, mais qu'il va rencontrer à plusieurs fois au cours des différents livres. Et voilà, c'était donc le déclic, c'est ce livre de Gérard de Nerval qui se passe sur le Pont-Neuf, qui est le pont le plus ancien de Paris. Avec, il y a aussi Philippe Demey, qui est aussi un autre personnage. Voilà, alors Philippe Demey apparaît à partir de La Rue du Bout du Monde, donc à partir du deuxième roman. Et c'est donc le second de Jacques Chevassu, et il crée des liens à la fois de filiation, mais des liens amicaux très forts. Voilà, ensemble. Alors la scène théâtrale est essentielle dans Meurtre en 5 actes. Oui. Ça se passe encore une fois au XVIIe. Pourquoi c'était important pour vous de faire du théâtre presque un personnage? Alors c'était important parce que en faisant toutes mes recherches, je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait très peu de théâtre au XVIIe siècle. Il y avait beaucoup de tréteaux, il y avait beaucoup de gens qui jouaient à l'extérieur, voire alors parfois dans les jeux de paume, ils s'installaient dans les jeux de paume, mais c'était quand même des nomades. Et donc c'était la première fois qu'on voyait des théâtres se sédentariser. Voilà, exactement. Du coup, ce qui suscitait beaucoup de jalousie. Et puis, la chose que j'ai découverte aussi, qui m'a été confirmée plus tôt, c'est que les femmes n'avaient pas une place très importante au théâtre à cette époque-là, puisque ça leur a été interdit. Justement, donc j'ai voulu jouer sur le fait de se déguiser, pourquoi pas pour une jeune femme de se déguiser en homme, de jouer sur le fait de devenir un personnage. Et après, c'est l'imagination. Je me suis dit, faire revivre ces deux théâtres parisiens du début du XVIIe siècle où apparaît Pierre Corneille, dans des lieux que certainement Molière a fréquentés. Voilà, ça m'a amusé. D'accord. Et justement, la condition des femmes, parce que c'est une question que j'avais évidemment envie de vous poser dans ce roman, et plus largement dans le monde du théâtre, est-ce que c'était quoi? C'était une liberté, une contrainte? Alors c'est une liberté et une contrainte, parce que les femmes étaient très mal vues, les comédiennes étaient très mal vues, notamment par l'Église, et en même temps admirées parce qu'elles avaient quand même cette aura liée au fait d'être sur une scène. Alors, ce qui est compliqué, et il faut rester très modeste quand on est en 2025, comment imaginer comment étaient perçues les choses au XVIIe siècle. On a beau lire, on a beau se renseigner et tout. Voilà, on ne sait pas quel était vraiment le rôle de l'Église, de l'éducation, le poids des traditions. Donc j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait être, mais je reste quand même prudente. C'est une interprétation que je fais quand même si je me suis inspirée d'écrits de cette époque et de témoignages. Alors le meurtre, le premier meurtre, se passe en plein spectacle. Oui.
Alors ça, ça m'a amusé. Je me suis dit, bon, allez, allons-y, puisque en fait, il y a beaucoup de personnages qui sont grimés, qui ont des masques et tout. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas quelque chose de vraiment spectaculaire. Et le spectaculaire, j'ai eu envie de le poursuivre voilà, tout le long du livre. Alors on rencontre évidemment pas mal de personnages célèbres. Là aussi, c'est important, lorsque vous écrivez un roman noir historique, de l'ancrer suffisamment dans l'époque dans laquelle il se déroule, avec des personnages qui parlent, entre guillemets, un peu à tout le monde. Mais c'est pas forcément très facile parce qu'il faut leur donner un caractère, il faut leur donner, enfin, faut dialoguer, il faut leur donner une langue. Comment ça se passe? Alors, pour le dernier, La Meurtre en 5 actes, j'avoue que j'ai été absolument fascinée par le personnage de Théophraste Renaudot, qui est connu par le prix Renaudot, mais j'ai découvert tout à fait par hasard que c'était un personnage du XVIIe, ce que j'ignorais complètement. Et donc c'était un médecin protégé de Richelieu, et qui a créé le Mont-de-Piété, qui a créé le bureau d'adresse, qui est le premier endroit, en fait, qui est l'ancêtre vraiment de France Travail, et donc qui était vraiment un humaniste, et il a créé le premier journal, La Gazette, en 1631. C'est le début de la presse. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai eu envie de le faire vivre, de le faire découvrir. Aussi une manière de lui rendre hommage sans que, que ce soit biographique. Mais est-ce que vous vous autorisez des libertés avec ces figures historiques-là? Est-ce qu'on peut se permettre? Alors pas trop, mais c'est peut-être une pudeur, j'en sais rien. Mais j'essaie quand même d'être au plus proche de la réalité historique. Et c'est plutôt avec les personnages de fiction que là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écarts, évidemment, certainement, parce que c'est vraiment pas un livre d'histoire. Hein. Mais quand même, par rapport à l'histoire, je suis assez fidèle et j'essaie d'être très respectueuse des faits. Quel rôle joue la musique dans votre écriture? Parce que, voilà, on l'a dit, vous êtes claveciniste, vous êtes musicologue. Quel rôle joue-t-elle? Alors la musique m'a intéressée. Alors ça a commencé avec le premier, donc dans Abbesse. Les Abbesses, où j'ai fait revivre un instrument, enfin une épinette qui est de la même famille que le clavecin, va devenir peut-être un lieu où on cache des choses. Mais enfin bon. Et donc ça m'a amusé de faire voyager le lecteur pour lui faire découvrir des instruments qui sont quand même peu connus à l'heure actuelle. Et notamment, il va chez un luthier pour voir. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir un luthier. C'est étonnant quand on voit ces instruments qui sont construits, avec l'odeur, le vernis, tout ça, comment c'est travaillé. Et ensuite, dans celui-là, oui, j'en parle aussi parce que j'ai vu, notamment, il y a des pièces, des ballets qui ont été faits en honneur de Renaudot. Alors, ces ballets sont complètement tombés dans l'oubli, mais j'étais très étonnée de voir des ballets en honneur un de ballet Renaudot qui s'appelle Le Canet d'adresse, je crois. Et donc vraiment, l'art et la musique et la danse avaient une place centrale en fait dans la vie aussi finalement politique, puisque c'était en lien là avec le bureau d'adresse qui était soutenu par Richelieu. D'accord. Et alors sur l'affaire Chevreuse, on est Louis XIII, sous le règne de Louis XIII. Voilà. Tous les quatre, parce que le deuxième c'est La Rue du bout du monde qui n'est pas ici, mais le troisième c'est l'affaire Chevreuse. Et l'affaire Chevreuse, alors pareil, c'est une découverte, je ne me souvenais pas cette histoire, c'était la conspiration de Chalais, et donc c'était Madame de Chevreuse qui était une intrigante, très belle, dont beaucoup d'hommes étaient amoureux, dont visiblement Richelieu aussi a été sous le charme, et elle a voulu convaincre son amant, Chalais, d'aller assassiner Richelieu parce qu'elle voulait que Gaston d'Orléans, le jeune frère de Louis XIII, prenne sa place. Et elle estimait que Richelieu empêchait en fait ça. Cette accession au pouvoir, parce que il faut savoir que Louis XIII et Anne d'Autriche ont eu leur enfant, qui est devenu donc Louis XIV, que très tardivement, et que ça a été un problème politique pendant une vingtaine d'années, en fait, jusqu'à ce qu'enfin le futur Louis XIV ne naisse. Il n'y avait pas d'héritier, et donc il y avait des conspirations des grands et aussi du frère, donc Gaston d'Orléans, pour prendre la place de Louis XIII. C'est une époque assez incroyable parce que on a l'impression qu'elle est faite pour le
pour le polar. Mais complètement. Ouais. On découvre, oui. Ouais. Et sans parler il y a les pamphlets, il y a aussi... alors, je parlais aussi dans le premier plutôt de l'alchimie, parce qu'on a des croyances comme ça. Mais il y a des choses très symboliques aussi dans celui-là, presque des choses qui relèvent un peu du rite. Oui, complètement, Ouais. parce que tout était aussi lié. On était très à l'écoute des saisons, à l'écoute de ce qui se passait dans le ciel. Le ciel était très impressionnant, hein, puisque une étoile filante, ça pouvait être un signe ésotérique. Enfin voilà, il y avait toute cette dimension-là assez magique, effectivement, oui. On retrouve un peu ça aussi dans Meurtre en 5 actes. Écoutez, le fait que vous soyez ici, est-ce que c'est important pour vous, ce festival-là? Est-ce que c'est important de rencontrer vos lecteurs, de pouvoir parler, évidemment, de tous les ouvrages que vous avez pu... C'est très touchant, en fait, parce qu'on va voir des gens, soit qui nous connaissent déjà, soit qui vont découvrir ce qu'on fait. Ouais. Donc le livre, quelque part, ne m'appartient plus. Je pense, par exemple, à Abbesse, qui est sorti en 2013, et je vois qu'il continue à vivre, susciter l'intérêt, à vivre et tout. Voilà, c'est très touchant. Et puis, l'avantage de ce genre de festival, donc au-delà des lecteurs, c'est aussi les autres auteurs. Et là, j'ai fait des rencontres absolument passionnantes avec des gens qui on fait un peu le même métier, enfin, on a la même envie. Et ça nous permet de discuter, de voir eux le biais qu'ils aiment.